Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de mes lectures que j'ai pu faire au mois de janvier. Il y a 5 romans, dont un que j'ai prêté et un que j'ai lu en version audio, enfin du coup que j'ai écouté, et les 3 autres je les ai en version papier encore à vous présenter. Juste avant de commencer, j'espère que la luminosité ça ira parce que j'ai testé un nouvel angle, j'ai juste laissé mon fauteuil de lecture là où je le mets habituellement. Normalement vous avez, enfin je me mets plus par là, parce que la lumière arrive de là. Donc on va voir comment ça va aujourd'hui. Si vraiment c'est trop catastrophique, bon ça ira pour cette vidéo, mais si vraiment c'est trop catastrophique je le referai plus pour les autres vidéos. Mais écoutez, il y a qu'en testant qu'on voit ce que ça rend, ça n'a pas non plus l'air affreux à ce point. En tout cas on verra ça. Sur ce, je vais commencer à vous présenter les 5 lectures. Je vais vous parler pour mon livre audio de Songlight, ensuite le livre que j'ai prêté mais que j'ai lu en version papier, il s'agit de La mort d'une sirène. Je vais également vous parler de Paradis perdu, du livre La lignée, et on terminera avec le livre Après, que j'ai pu enfin sortir de ma pile à lire. Je crois que c'est un des livres les plus anciens de ma pile à lire. Nous allons tout de suite commencer avec le livre que j'ai pu découvrir dans sa version audio et que je ne possède pas en version papier. Il s'agit de Songlight, c'est écrit par Moira Buffini et c'est publié aux éditions La Martinière dans la catégorie jeunesse. Je me suis décidée à le découvrir tout simplement parce que Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur en a parlé et a dit que c'était un coup de cœur ou frôlait le coup de cœur, je ne sais plus, mais comme quoi il était absolument exceptionnel. Vu que c'est une parution récente, je suis un peu réticente parce que maintenant les livres très récents, enfin c'est pas que je me méfie, mais disons que j'achète moins de livres neufs parce que c'est très souvent les mêmes thématiques et les mêmes choses qui reviennent, donc j'aime tout simplement déjà passer ce que j'ai dans ma pile à lire parce que voilà, on a encore des schémas qu'on retrouvait avant, qu'on ne retrouve plus forcément maintenant, mais maintenant les livres ont certaines thématiques qui ne me conviennent plus dans le sens où c'est souvent les mêmes choses qui reviennent dans la fantasy. On a très souvent énormément de romances au point où c'en n'est plus une fantasy mais une romantasy. Enfin bon, bref, c'est un autre sujet. En tout cas, Songlight, c'est l'histoire tout simplement d'un personnage, d'un ou deux personnages. On suit en fait plusieurs points de vue. Je ne me souviens plus du terme, mais entre guillemets, ils ont le pouvoir de communiquer au travers de la pensée. Et ils sont considérés comme des parias, c'est-à-dire que si on découvre de quoi ils sont capables et qu'on sait qui est capable de ça, c'est direction le casse-pipe et puis en fait devant tout le monde en place publique on te tue tout simplement. Donc notre protagoniste féminin bien entendu possède ce pouvoir et l'a plus ou moins toujours caché, sauf qu'elle sait qu'avec un autre personnage elle partage ce pouvoir et évidemment à un moment elle se retrouve à être découverte par quelqu'un de son village. Tout un périple se lance parce que également le personnage masculin qui communique avec elle doit partir pour une certaine quête. Enfin voilà, il y a toute une aventure en fait qui se crée autour de ça et en parallèle on suit un autre protagoniste féminin qui elle vit dans une maison mais on sait pas trop ce qui se passe, etc. Les deux sont en danger, enfin, elles communiquent un petit peu. Je suis nulle pour ce résumé, mais en tout cas j'ai pu le découvrir, donc c'est un tome 1. Je sais pas si ce sera une trilogie, une duologie ou même plus, mais en tout cas moi j'ai pu découvrir le tome 1 dans sa version audio, pardon. Et pour moi ça a été une belle surprise puisque j'ai trouvé qu'on abordait évidemment, forcément, la communication sur toutes ses formes, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que même on n'a pas la parole qu'on ne peut pas communiquer ou être doué d'intelligence que et ben voilà, par la communication se passait énormément de choses, notamment la communication non verbale avec la gestuelle, que en fait la communication non verbale donnait quasiment plus d'éléments que la communication verbale, retranscrit dans la vie au quotidien. J'ai bien aimé le lien entre tous les personnages parce que on a quelque chose qui se construit sans que ce soit gnangnan ou sans que ce soit trop simple. Moi j'ai trouvé qu'il y avait toujours une espèce de, comme une vigilance entre certains personnages, de oui je te fais confiance mais est-ce que je peux à 100% te faire confiance parce que là je te confie quand même quelque chose de très gros dans les mains. Le lien également maternel et fraternel et enfin voilà, franchement j'ai trouvé tout ça très bien abordé, assez bien construit. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est de voir comment on peut être embarqué dans une idée, comment il est difficile de se détacher d'une idée stéréotypée ou préconçue. Tout ça parce qu'on a été endoctriné dessus, enfin sur cette idée-là dès la naissance, et qu'en fait ça fait partie de nous, ça fait partie de nos idées depuis qu'on est tout petit, et que voilà d'un coup on nous dit non, ce que tu penses c'est complètement faux, et il faut remettre tout ça en question. Donc ça remet également la confiance qu'on peut avoir entre certaines figures d'attachement, certaines figures maternelles, paternelle
ou même d'autorité. Enfin franchement j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce qu'on voyait à quel point on place une confiance par exemple en nos parents et que si un jour on apprend un mensonge, de se sentir trahi, de se sentir sali et de se dire pourquoi et d'avoir vraiment un autre regard sur ces personnes-là. Enfin, et à quel point aussi c'est dur de se dire bah, je dois plus l'aimer parce qu'il m'a fait ça. Mais en même temps j'ai cette attache de la famille quoi. Moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, il y avait quelques petits moments clichés mais rien non plus de gros j'ai trouvé. Pour moi ça a été une bonne lecture, je sais pas si je continuerai parce que je l'ai écouté et j'ai pas été non plus transcendée. Peut-être que je l'aurais lu ça aurait été différent. Mais là, l'ayant écouté, j'ai passé vraiment un très bon moment, ça j'ai pas à dire le contraire, mais je ne sais pas si j'ai assez d'engouement pour lire la suite, sachant que j'aimerais d'abord m'attaquer à ma pile à lire derrière et finir mes sagas qui sont en cours depuis bien plus longtemps que Sanglight. Peut-être que je pourrais le continuer comme ça si j'ai la suite en version audio, je ne sais pas, mais pour le moment ce n'est pas du tout dans mes priorités pour être franche. Et alors là, je vais vous montrer à quel point je suis une mauvaise élève puisque en fait je vais vous parler d'un avis lecture que je n'ai même pas encore écrit en fait. Donc je vais vous faire ça de tête parce que toujours j'ai mon petit carnet avec moi où je me base sur tout ce que je vous ai dit, tout ce que j'aimerais bien parler, tout ce que j'aimerais bien aborder pour pouvoir développer chaque point et me dire ah ça j'en ai pas parlé mais j'aimerais en parler. Là la mort d'une sirène, je vous avoue que je vais faire ça au feeling parce que j'ai pas envie de le faire vite fait pour vous filmer la vidéo. Je me dis je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça, je l'ai terminé il y a pas si longtemps que ça, donc ça devrait le faire, bon les autres livres aussi mais voilà. Donc évidemment je vais vous parler maintenant de La mort d'une sirène, écrit par Ridal et Kaczynski, publié aux éditions Robert Laffont dans la catégorie, j'ai pas noté la sous-catégorie, enfin le genre, mais c'était dans la catégorie bête noire ou un truc comme ça, enfin voilà, dans la catégorie thriller un petit peu, où en fait c'est tout simplement Hans Christian Andersen qu'on suit en enquêteur lui-même dans l'histoire. Au niveau du contexte temporel, on se situe à Copenhague en 1834 où il y a une mystérieuse disparition et un meurtre d'une prostituée d'une maison close et en fait Andersen se retrouve être le coupable, enfin se retrouve accusé d'être le coupable. Lui prouve son innocence, et pour lui il n'est pas coupable du tout, mais toutes les preuves vont contre lui. Donc on y suit, je vais vous dire d'un point de vue Andersen, d'un point de vue le tueur et d'un point de vue la sœur de la prostituée qui a été tuée. Donc la prostituée qui a été tuée, il s'agit de Anna et on y suit Molly, sa sœur, qui au début en fait déteste Andersen, a envie de le tuer, a envie de lui faire tout ce qu'il a fait à Anna, soi-disant. Et en fait, Andersen va se retrouver à faire équipe avec Molly pour trouver le tueur parce qu'il lui explique que voilà, lui il est en prison, il a été libéré par un de ses amis sous condition qu'en 3 jours il prouve son innocence. Bien entendu, il y a énormément de choses qui vont se passer. Pourquoi La mort d'une sirène? On a tout le pan de la sirène qui est très bien, moi je trouve, et pour moi on ne peut pas trouver la fin avant d'arriver à la fin. C'est-à-dire que si t'as pas la fin du livre, tous les éléments que t'as, ça reste étalé sur la table et tu peux pas les relier. Et c'est ce genre de livre là que j'ai énormément aimé parce que c'est complexe, parce qu'on suit énormément de points sans pour autant se perdre. On a 3 points de vue, ce qui permet vraiment de complexifier l'histoire et de vraiment voir chaque valeur ajoutée de chaque personnage et ce qui se passe. Et de se dire mais si c'est ça, parce qu'on l'a suivi dans le chapitre d'avant et on se dit mais si c'est ça, et eux ils se disent non ça n'a pas l'air d'être ça. Et ils partent et après ils se disent quand même, hein, et on est là, oui. Et en fait, moi je trouve que c'est extrêmement bien écrit ce livre, parce qu'en plus, Andersen, c'est celui, si vous ne le savez pas, qui a écrit La Petite Sirène, enfin le conte de La Petite Sirène qui a été adapté par Disney, où en fait, de ce que me disait Evali, il y avait une histoire, je saurais plus dire si c'est de psychose ou d'hallucination, enfin je ne saurais plus dire exactement les termes et je ne veux pas dire de bêtises, mais pendant le livre, on se demande si Andersen est fou, il se demande lui-même, donc en fait on se dit mais on suit le tueur et Andersen, donc c'est trop clair pour pas que ce soit lui parce que vraiment on suit les deux chemins différents. Mais en même temps parfois il y a des choses autour de la folie d'Andersen où on se dit quand même, là ça se trouve on va nous annoncer que c'est lui le tueur et que en fait il se prend pour deux paires, enfin il y a un truc de fou construit autour de ça. Je ne vous dis pas ce qu'il en est, mais franchement ce livre est très très bien ficelé, moi j'ai adoré. Il y a du glauque, c'est-à-dire que c'est pas du glauque pour faire du glauque, mais on va avoir des choses où c'est le genre de livre où moi je me dis je peux le lire. Ça me met vraiment dans l'ambiance, mais alors c'est un livre que je ne pourrais pas voir en film parce que je serais là vraiment dégoûtée à être horrifiée limite. Moi il faut savoir que je ne lis pas d'horreur, que je ne regarde pas de films d'horreur parce que je suis une flippette au possible, mais ce genre de livre là pour moi c'est, disons que ça amène de l'angoisse et du gore, enfin c'est même pas du gore, c'est parfois du malsain, mais sans être dans les relations malsaines, sans être dans tout ça, mais où on a des monnaies d'échange qui ne sont pas de la monnaie et où on se dit
Ah ouais, et puis il faut quand même être prêt parce qu'on part quand même d'une victime qui vit dans une maison, enfin qui est une prostituée dans une maison close. Donc on va avoir des descriptions par rapport à ça. On va avoir Molly, sa sœur, qui fait l'enquête mais reste une prostituée. Bon bah pendant l'enquête, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas plein de détails et tout là-dessus parce qu'elle fait son enquête, donc elle met un peu en pause son métier. Mais à côté de ça, on a quand même des explications assez explicites. Donc si jamais cela vous dérange au niveau du sexuel, bah voilà, il faut passer. Après, il n'y a pas énormément de descriptions là-dessus, c'est-à-dire que on peut passer ces descriptions-là. C'est pas essentiel à l'histoire, mais moi ça ne m'a pas gênée pour autant. Et vous savez que moi et les romances, enfin les romances, là c'est même pas de la romance, mais vous savez que moi et tout ça, c'est pas trop mon truc parce que je suis pas gênée ou mal à l'aise, c'est juste que j'aime pas ça. J'aime pas ça, ça me gonfle. Donc voilà, en tout cas c'était un très très bon livre, vraiment on arrive, on sait la fin. Moi j'ai eu une idée par rapport, je vous en dis pas trop, je vous dis pas si c'est ça du coup, si c'est pas ça, mais c'est ce que je disais à Evali, où moi au fur et à mesure de l'histoire, la mort d'une sirène, je le voyais vraiment, où en fait c'est la sirène, vous voyez qu'on voit sur la proue des bateaux qui est comme ça là, accrochée, et moi je me suis dit ça se trouve il y a un rapport avec ça. Je vous dis pas si oui, je vous dis pas si non, mais lisez le livre, je vous jure que dans tous les cas, on ne peut pas deviner la fin avant de l'avoir lu. C'est-à-dire que même si j'ai eu des idées, croyez-moi qu'il y a des choses que je ne pouvais pas deviner et je trouve que ce livre était... Enfin pour moi, il est très bien écrit et le duo d'auteurs, je crois qu'ils sont danois, franchement ça fonctionne à merveille, franchement. On reviendra dans le thriller tout à l'heure, mais alors là on va passer sur un livre qui... Comment vous dire? Bon, il s'agit de La Lignée de Aurélie Vallogne, publié aux éditions Fayard. J'avais dit dans mon book haul, je crois que c'était un livre que je lirais comme ça, pas prise de tête. Si jamais le monteur peut, il vous remettra le passage juste là. Aurélie Vallogne, c'est une autrice que j'aime beaucoup quand je veux lire un livre. Soit je suis fatiguée, soit je suis pas dans une période où j'ai trop de concentration. Je sais que je vais pas en ressortir, hein, où je vais me dire il est exceptionnel, etc. Mais juste ça va être une bonne lecture, où je sais que je vais passer un bon moment. C'est vraiment des petites pauses un peu pour moi ces livres. Comment vous dire que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, non pas parce que c'est triste, mais parce que ça m'a énormément parlé et que je l'ai trouvé hyper juste et que on n'a pas des thématiques dures, mais on a des thématiques de la vie et c'était hyper parlant quoi. Et moi qui me suis dit oui ça va être un livre pas trop prise de tête, que je vais peut-être pas retenir dans le temps, patati patata. Autant vous dire que celui-ci m'a foutu une claque et qui fait partie déjà de mes coups de cœur de l'année. Ça a été quasiment une de mes premières lectures de l'année et c'est un coup de cœur. Donc on commence l'année quand même plutôt pas mal. Donc dans cette histoire, pour vous faire un petit résumé, on y suit Louise et Madeleine, une qui commence dans sa carrière d'écrivaine et l'autre qui en sort. Et en fait, tout simplement, ils correspondent au travers de lettres, donc vraiment tout le long du livre. On a juste chère Louise, la lettre, chère Madeleine, la lettre. Et en fait, c'est juste, bah voilà, je crois que c'est un, je sais plus comment ça s'appelle, si c'est un roman épistolaire, si c'est un échange de lettres. Enfin bon, bref, on est sur une correspondance entre deux personnages. Une qui commence donc dans sa vie, mais dans sa vie également de maman, dans sa vie dans sa carrière tout simplement, entre le boulot, entre tout ça. Et qui se dit mais je peux pas tout faire et qu'au bout d'un moment elle se dit mais je vais peut-être devoir prendre des choix, peut-être pas ceux que mes amis et ma famille attendent de moi mais qui moi va me faire que je vais me sentir en vie et vivante et que je vais en profiter. Et Madeleine à côté de ça qui reste très silencieuse un petit peu sur sa vie, qui en dévoile petit à petit mais sans trop en dire, qui en fait Madeleine a écrit plein de romans pendant sa vie et Louise a été une de ses plus grandes fans. Elle a écrit un jour une lettre à Madeleine en lui expliquant voilà vous m'avez donné l'envie d'écrire etc. Et de là commence la correspondance. Je ne vous dis pas pourquoi Madeleine s'est arrêtée sur la lettre de Louise et pas sur une autre lettre d'un de ses fans ou d'un de ses lecteurs. Mais en tout cas c'était un livre, mais c'était exceptionnel. On parle beaucoup de tous les questionnements tout simplement de la vie, mais également de, par exemple, si on aime bien passer du temps chez soi, est-ce que nos amis vont comprendre qu'on n'a pas tout le temps envie de sortir? Est-ce que la famille également, le fait de se renfermer pour écrire et de dire bah tu te renfermes, tu préfères tes livres à nous, alors que pas du tout, c'est juste que voilà, il y a besoin de ce temps au calme et besoin de ce temps pour soi finalement, pour après pouvoir s'aimer et aimer les autres, aimer sa famille et prendre du temps pour soi pour mieux s'occuper après des autres. Et voilà, chacun fonctionne différemment et parfois ça crée de l'incompréhension. Donc vraiment c'est tout ça qu'on voit et j'ai trouvé ça hyper poignant parce que bah, voilà, ça m'a parlé sur certains points. On a également un message sur la vie, sur le fait que parfois ne rien faire, et bah, c'est très important parce que ça permet de savoir s'ennuyer et donc de savoir réfléchir, parce que quand on s'ennuie, le cerveau il réfléchit et il cogite, parce qu'on est quand même arrivé dans une société où on est tout le temps occupé par
de l'instantané, c'est-à-dire que hop, on a 5 minutes devant nous, les gens, enfin je dis les gens parce que moi j'ai pas TikTok, mais par exemple, on ouvre Instagram, on ouvre TikTok, on regarde 5 minutes, hop, après on passe à une autre tâche, hop, on a 5 minutes devant nous, on fait ça. Et en fait, le fait parfois de s'asseoir, de ne rien faire, ou juste de boire son café sans son téléphone, et bah qu'en fait, ça participait énormément à la construction de soi. Parce que, et moi je vais vous parler de ça, c'est une petite anecdote en fait, j'en ai parlé avec ma marraine, donc ma marraine et grand-mère, et à un moment elle expliquait, enfin elle a toujours expliqué à ses petits-enfants qu'il était important de savoir s'ennuyer parce que ça permettait de réfléchir, de permettre au cerveau de grandir, et donc en fait quand on s'ennuyait, on était dans une étape importante, enfin que voilà c'était important aussi, et qu'on était fait aussi pour se poser, enfin qu'on avait besoin aussi de marcher, de s'aérer l'esprit, de se poser et d'avoir un cerveau qui peut s'aérer. Et du coup, à chaque fois qu'ils s'ennuient, ils sont là, oh on s'ennuie, ah oui mais c'est pas grave parce que Mano elle nous a dit que quand on s'ennuie on grandit. Et du coup je trouve ça trop mignon en fait, et on aborde ça également, qu'il y en a plein, et je le vois aussi moi quand, maintenant moins, mais quand je lisais qu'on me dit bon bah vu que tu es en train de rien faire tu peux venir m'aider, bah je suis en train de lire, je suis pas en train de rien faire. Oui bah tu poses ton livre, tu viens et puis tu reprends ton livre après, c'est pas, voilà, t'es pas vraiment en train de faire une activité, tu t'occupes parce que t'as rien à faire. Bah non, le livre est un plaisir, j'ai envie de lire, je lis parce que j'ai envie, je lis pas parce que je sais pas quoi faire. Et c'est vrai que tout ce truc de ne rien faire, même si pour le coup on n'a même pas de livre et qu'on ne fait rien, et ben c'est quand même un peu marginal, un peu perçu comme un extraterrestre finalement, parce que quand on se pose, on regarde, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait, un peu perché lui, et c'est malheureusement c'est vrai, et c'est une réflexion qu'on a tous, et c'est aussi pour ça que je mettrai quelque chose en place, je vous en parlerai dans une autre vidéo où je ne serai pas seule, mais on va se faire un challenge, moi et mon conjoint, donc on vous en parlera bien évidemment, mais qui porte un petit peu là-dessus. Donc pour revenir à ce livre, on a également des mots durs, mais des mots poignants et qui sont pour moi essentiels. Comme je vous disais que ce besoin d'être seul, c'était pas parce qu'on n'aimait pas notre famille ni nos amis, mais qu'on avait besoin de ce temps. Parce que voilà, chacun est différent, il y en a qui ont besoin d'être avec tout le temps du monde, il y en a qui ont besoin d'être seul, enfin voilà, c'est important que chacun comprenne qu'on n'a pas tout le temps besoin de voir des gens, ou qu'on n'a pas tout le temps besoin d'être seul finalement. On a également le fait que bah voilà, il y a la confrontation par rapport à la vulnérabilité, la confrontation aux autres, parce que quand on écrit quelque part, on livre une partie de soi, donc se mettre à nu devant nos proches, et que quand on écrit un livre et qu'on reçoit ah non mais ça c'est vraiment nul, enfin on peut rien en faire, bah quelque part, on nous dit mais ne le prends pas mal parce que c'est pas toi qui est nul, c'est ton livre. Oui, enfin mon livre c'est quand même une partie de moi quelque part, parce que un auteur livre toujours une partie de lui quand il écrit, et je sais de quoi je vous parle, j'ai écrit un livre. Donc je veux dire, quand on reçoit un commentaire négatif, moi comme je dis, du moment qu'il est constructif, ça ne me pose pas de problème. Mais quand on me dit c'est nul ce que t'as fait, ça vaut rien, bah là on se dit bon, faut savoir s'en détacher et se dire c'est pas constructif, ça ne sert à rien, mais on se le prend quand même un petit peu dans les pattes. Enfin bon, pour résumer, on a tout simplement la valeur de la vie, de la nature, de l'humain, de la relation aussi avec les animaux, à quel point bah, c'est important, tout simplement, que tout ce que les animaux peuvent nous apporter, et surtout l'importance de l'amour et du soutien. Donc tout ça c'est abordé dans ce livre, je ne vais pas en parler pendant des heures et des heures, mais je pense, je vais regarder, là parce que vous voyez j'ai mis quelques petits post-it, je vais regarder les petits passages s'il y en a un que je peux vous lire, parce que je les ai trouvés vraiment très très parlants. Bon, en vrai j'aurais aimé vous lire les trois, mais ça sert à rien, enfin c'est pas que ça sert à rien, mais ce serait trop long pour un livre de vous parler des trois. Mais j'ai choisi celle qui pouvait résonner le mieux avec ce que je vous expliquais, le fait de ne rien faire, mais pourtant qu'en fait pendant qu'on fait rien, et ben on fait énormément de choses. Donc je vous lis justement ce passage qui est qui illustre un petit peu ces propos-là. Quand vous passez des heures immobiles, supposément passives, en réalité c'est une manière de travailler. Faire remonter les choses, se laisser imprégner par la beauté et par l'énergie du monde, c'est permettre de ressusciter un souvenir. C'est une plongée en soi, dans son inconscient, qui permettra au mot, une fois devant sa feuille, de sortir avec justesse et dans un ordre précis. Par quel miracle, on ne le sait pas. Notre corps s'en souvient. Ce n'est pas de la magie, c'est une forme d'intelligence émotionnelle et d'empathie. Plus on s'autorise ce genre de rêverie passive-active, et plus on devient poreux dans la vie. Plus on se laisse pénétrer, et plus cela remonte facilement. Pendant que je vois, j'écoute. Le corps est ouvert à cette musique intérieure-extérieure. Si on l'empêche, tout devient silence, et on ne sait plus rien du monde. C'est comme cela que l'on sait viscéralement ce qui se passe derrière des portes fermées.
On l'a déjà vécu, entendu, c'est imprimé en nous, et à ce moment-là, cela peut remonter. Il y a la mémoire, certes, mais le corps réagit aussi. Donc pour résumer, je vous conseille énormément ce livre. S'il y en a bien un à retenir de cette autrice, c'est celui-ci, parce que j'en ai lu d'autres où je n'ai pas été autant accrochée, mais alors celui-ci, je peux vous dire que je vais le garder. Et ce serait pas mal de le relire dans quelques années pour voir un petit peu sur quel passage il me parle, parce que là, voilà, j'ai mis des post-it, mais ce serait intéressant de voir quels autres post-it je peux mettre et quels souvenirs j'en ai dans plusieurs années. Et maintenant, je vais vous parler de La Traversée des temps, le tome 1, écrit par Eric Emmanuel Schmitt et publié aux éditions France Loisirs. C'est un tome 1 que j'ai pu écouter et suivre en même temps, enfin, j'en ai lu quelques parties au niveau du livre en version papier et en écouter la plupart quand même, puisque j'ai découvert cet auteur au moment de lire La part de l'autre, qui est dans le dernier avis lecture, je crois, et j'ai pu découvrir donc celui-ci qui était dans ma pile à lire depuis un moment et j'ai adoré. C'était une excellente lecture. Je pense que je lirai la suite que je découvrirai la suite en version audio, parce que j'ai vraiment trouvé une très grande complexité au niveau de l'écriture et de la plume de l'auteur que j'avais déjà vu dans La part de l'autre. Et franchement, je trouve que c'est un auteur, moi maintenant ça fait partie de mes auteurs que j'ai envie de découvrir et que j'apprécie pas mal. Ici, on y suit notre protagoniste qui traverse les époques, qui traverse les temps, mais on le suit surtout dans son enfance, la première, avec la construction au niveau de la civilisation mise en place, l'harmonie et la place et le rôle de chacun. On y suit beaucoup de choses au travers du lien avec les parents, la vision que l'on a d'eux, finalement la référence et la figure d'autorité. Comment est-ce que cela impacte et joue pour tout le reste de notre vie. On y voit également le rôle des animaux qui a changé avec leur symbolique, notamment l'ours qui aujourd'hui paraît plutôt être l'animal un peu paresseux, un peu lourdeau, un peu pâteau, alors qu'avant, justement c'est ce que le protagoniste explique, qu'avant l'ours était vraiment une figure de force, une figure imposante, une figure qui imposait le respect, alors qu'aujourd'hui il est devenu cet animal pâteau et lourdeau, et comme quoi chaque symbolique change. Mais également on a une référence par rapport à l'Arche de Noé. J'ai adoré de voir un petit peu comment la réalité du coup de l'Arche de Noé qui est expliquée dans ce livre, comment cette réalité, comment une réalité en général se raconte, s'embellit, rajoute des détails, etc. pour finalement devenir un mythe et créer finalement l'histoire que l'on connaît de l'Arche de Noé. J'ai trouvé ça vraiment assez sympa et intéressant d'aborder cela. Mais également l'ambivalence des sentiments et des relations, c'est-à-dire que quand la personne devient adulte et reste, parce que là, pour replacer un peu le contexte, on est vraiment dans une civilisation bien avant la nôtre, largement, où justement la femme a un rôle, l'homme a un rôle bien défini et bien différent de celui qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais tout simplement, est-ce que une femme qui procrée peut être une femme suffisante entre guillemets, parce que c'est ce qu'on suit à un moment, ou est-ce que finalement lorsqu'il y a des sentiments mais qu'il y a quand même quelques difficultés à procréer, c'est compliqué, ou est-ce que justement ça peut faire balancer tout au niveau des sentiments et des choix de vie. Je sais pas trop comment dire, mais au niveau des relations, on voit énormément de choses par rapport à ce que la civilisation du moment préconise ou demande et ce que l'on pense, comment est-ce qu'on a été élevé. Je dirais pas préconçu, mais dans notre tête de se dire de toute façon faut faire comme ça et que ça se remet même pas en cause. Donc vraiment j'ai trouvé ça très intéressant de voir un petit peu à quel point tout était en harmonie avec les valeurs humaines, les valeurs de la nature, avec une société qui était plus vraie et plus authentique que la nôtre actuellement, que finalement on peut bien se contenter de peu quand on regarde et que tout le reste n'est que superflu et que l'humain s'est habitué à avoir plus, toujours plus, jamais assez, et à quel point c'était triste de voir tout ça. Et franchement j'ai trouvé que cette histoire était vraiment hyper complète, avec notre personnage justement qui traverse les époques et qui traverse les temps, où dans ce tome 1 on le suit dans sa première enfance et sa première phase adulte, si je peux dire ça comme ça, parce que je pense que dans les autres tomes, parce que c'est une saga qui fait 4 tomes il me semble, je pense qu'on va le suivre peut-être dans son âge vraiment adulte, ou même dans ses autres vies finalement, donc il y a aussi du coup quelque part cette hypothèse de l'après-vie ou alors du côté éternel d'une personne. Enfin franchement j'ai trouvé ce livre mais hyper complet et j'aime énormément cet auteur, franchement à chaque fois. Là mais les 2 lectures que j'ai faites de lui, c'est pas des coups de cœur mais c'est des lectures où vraiment je me dis on sait que c'est lui, et sa plume on la retrouve pas ailleurs parce qu'elle est vraiment très bien faite. Enfin très bien
bien faite n'est pas le mot, mais vraiment elle est très bien mise en œuvre et mise en avant par rapport à tout ce qui est créé, l'imaginaire de l'auteur, etc. et les sources sur lesquelles il se base. Enfin vraiment moi j'ai trouvé ce livre très très bon et je pense du coup découvrir la suite comme vous l'aurez deviné et comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et maintenant je vais vous parler du dernier livre que j'ai à vous présenter dans cette vidéo, mais pas ma dernière lecture du mois parce que je les ai pas présentés du tout dans l'ordre. Celui-ci j'ai pu le découvrir dans sa version audio. En fait j'en ai lu réellement que 2 en version papier et les 3 autres en version audio, mais écoutez c'est pas grave. C'est un livre que j'ai depuis trop longtemps dans ma pile à lire, donc je suis contente de l'avoir découvert. Il s'agit de Après de Stephen King, publié aux éditions Albin Michel. Et alors là on y suit Jamie, je crois que c'est prononcé comme ça dans le livre audio, qui n'est pas un enfant comme les autres. Il a le pouvoir de parler avec les morts, mais si ce don extraordinaire n'a pas de prix, il peut lui coûter cher. C'est ce que Jamie va découvrir lorsqu'une inspectrice de la police de New York lui demande son aide pour traquer un tueur qui menace de frapper depuis sa tombe. Donc on a tout ce côté de l'enfance avec les adultes qui croient les enfants ou qui croient pas les enfants. Tout ce côté où voilà l'enfant va placer une confiance aveugle envers les adultes parce que c'est la référence et c'est la référence sécurisante. Ça reparle un peu, enfin je trouve que ça fait référence par rapport aux autres lectures que j'ai lues où les sujets reviennent aussi. Mais ça aborde surtout la confiance que peuvent donner les adultes à la véracité des propos d'un enfant ou non et à quel point ça peut faire perdre confiance à un enfant qui se dit qu'il est fou, qu'il est pas comme les autres, ou au contraire se dire voilà elle me croit. On aborde tout ce côté là, même après on aborde tout le côté thriller un peu angoissant justement forcément avec ce tueur avec lequel Jamie entre en connexion, de communiquer plutôt. On aborde également aussi pas mal la complexité des relations, des situations au travers d'une famille et avec l'enfant qui se retrouve au milieu de tout ça, qui se dit qui je dois croire, est-ce que c'est ma faute, est-ce que j'y suis pour quelque chose, moi j'aime encore les deux, enfin je sais pas. Et on aborde un petit peu tout ça avec les relations adultes qui sont parfois très complexes, voire trop complexes pour un enfant, mais qu'il se retrouve quand même au milieu de tout ça. Et sinon je dirais qu'on a du suspense, un peu d'angoisse quelque part. Mais enfin voilà, pour moi c'était une bonne lecture. C'est pas du tout le meilleur de Stephen King que j'ai pu lire. Alors j'ai pas lu les classiques style Carrie, je pense qu'on prononce comme ça, je sais plus, j'en ai très peu lu en soi de Stephen King. J'ai pu lire l'Institut que j'ai adoré. Vraiment l'Institut pour moi c'est ma meilleure lecture de Stephen King. Après j'ai eu pas mal de déceptions, mais parce qu'en fait avec Evalie on a fait des lectures communes où on s'est attaqué à des pavasses style Salem qui doit faire 800 pages, 22-11-63 qui fait 1000 et quelques pages. Et en fait ça a été des déceptions parce qu'on s'est dit pardon, c'est tout. En fait, on nous annonce un truc au bout de 800 pages qu'on avait deviné à la page 70. Et en fait, c'est pour ça que ces lectures-là ne nous ont pas plu. Pour moi, celui-ci est une bonne lecture à découvrir, mais encore une fois, je dirais que celui-ci, c'est sans plus. C'est-à-dire que oui, j'ai passé un bon moment de lecture, mais pour moi, ce n'est pas le Stephen King absolument à lire. Si vous l'avez ou si vous le trouvez, pourquoi pas. Mais voilà, en tout cas, l'Institut, par contre, est à lire. Sinon, j'ai pu lire... j'ai perdu le nom, un livre de Stephen King qui maintenant n'est plus autorisé, je crois, à la vente. C'est Rage, parce qu'on y suit un élève qui entre dans une classe et qui fusille un peu tout le monde et le livre a été interdit à la vente. Et en fait moi je l'avais parce que mon père l'avait acheté au moment de sa sortie et il l'a toujours gardé, donc voilà un petit peu. Mais pour celui-ci voilà, rien de transcendant selon moi. C'était une bonne lecture, mais voilà, disons que je suis contente de l'avoir découverte, mais je l'aurais pas lu, je serais pas non plus passée à côté de grand chose. Encore une fois selon moi. Donc voilà pour ce qui est de cette longue vidéo, parce qu'en fait j'ai parlé pas mal de chacun de ces livres. Il y avait quand même des très très bonnes lectures, des lectures encore une fois pas forcément coup de cœur mais très complexes, et très complexes, plutôt complètes. Vraiment des histoires très riches où j'avais envie de vous en parler. Après encore une fois c'est aussi à vous de voir si par exemple je vous parle de tel livre et que vous dites celui-ci m'intéressera pas donc je passe à l'autre. Ça c'est à vous de voir, mais en tout cas voilà. En tout cas j'espère que vous aurez passé un agréable moment en visionnant cette vidéo et que certaines de ces lectures auront pu vous intéresser ou vous donner envie. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là je vous souhaite de faire de très belles lectures. Salut!